Alors, son parti se dit anticapitaliste. Ils se disent anticonformistes. La preuve ce soir, c'est la seule tête de liste qui n'est pas présente. Je vous demande d'accueillir le porte-parole de cette campagne nationale pour les régionales du NPA, Monsieur Pierre-François Gron. Alors, on va tout de suite commencer par les premières 5 minutes qui sont, comme d'habitude, une petite introduction. Si on devait retenir une mesure phare de votre programme, ce serait laquelle ? Juste 10 secondes pour expliquer pourquoi Olivier Besançon n'est pas là, puisque vous m'interpellez sur la question. Voilà, dans son agenda qu'on a construit pour la campagne, qui est très lourd, il y a 2 jours qui sont réservés pour son fils. Qui est en congé scolaire, donc pendant 2 jours, il ne fait aucun média. D'ailleurs, vous pourrez aller regarder. Il est pendant 2 jours là, en situation de repos avec son gamin. Donc c'est l'explication de pourquoi il n'est pas là, et c'est la seule. Sinon, il serait venu ici très volontiers. Donc je tenais à le dire parce que vous êtes plusieurs à m'avoir interpellé sur le sujet. Alors sinon, pour répondre à votre question brièvement, qu'est-ce qui fait la spécificité ? Bon, je pourrais citer le logement, les transports gratuits en Île-de-France, mais disons qu'il y a une question. Et à l'écoute du candidat qui m'a précédé et qui m'est assez proche, Pierre Laurent, qui fait aussi différence sur cette question-là, c'est que nous voulons réserver l'argent public, c'est-à-dire l'argent des impôts, au service public et à l'économie solidaire, et uniquement au service public et à l'économie solidaire. Très bien. Alors pourquoi ? Première raison, c'est parce que nous ne voulons pas que l'argent des contribuables serve à financer par un biais ou par un autre, par la recherche, par la formation ou par des aides directes, des entreprises privées qui font du profit et qui distribuent des dividendes. Ça, c'est la première chose, et c'est une des explications qui font que nous sommes anticapitalistes. Et il y a une deuxième raison aussi, c'est qu'il y a des besoins sociaux qui font partie des compétences des régions, qui, à notre avis, n'ont pas été bien effectués par la majorité socialiste, communiste et écologiste sortante, et il est temps de réorienter ces fonds publics vers ces services publics et vers l'économie solidaire. Ça concerne les lycées, ça concerne les entreprises, ça concerne les transports, ça concerne le logement, c'est-à-dire que ça concerne, excusez-moi, l'ensemble des questions qui font les compétences des régions. Très bien. La suite des 5 premières minutes, il s'agit pour vous de tirer une question dans ce bocal. Je vais récupérer le papier et vous lire la question. Alors Yasmine et Paul ont respectivement 21 et 24 ans. Yasmine est enceinte de 4 mois. Tous les deux possèdent de faibles revenus. Et ils cherchent donc un logement social sur Paris. Quelles chances ont-ils de pouvoir emménager avant la naissance de leur enfant ? Ben, on sait que c'est une chance assez faible. Bon, on sait que c'est une chance assez faible puisque rien qu'à Paris, il y a 100 000 demandes qui ne sont, pour l'instant, où il n'y a pas de réponse. Hein, et on sait très bien qu'il y a un véritable problème de construction de logements sociaux en Île-de-France. C'est dit par nous et c'est dit aussi, je l'ai entendu par d'autres listes. Bon, ça c'est la première chose. Mais il y a aussi un autre problème qu'on ne dit pas assez et qui, à notre avis, peut être illustré autour du débat lancé par l'UMP. Autour du Grand Paris. Le fait de vouloir placer la métropole parisienne et l'Île-de-France au cœur de la compétition mondiale, parmi Londres, New York, Tokyo, Shanghai, fait que la région parisienne est devenue un lieu d'investissement foncier et donc de spéculation. Et fait qu'aujourd'hui, pour se loger dans le privé, parce que tout le monde ne peut pas se loger dans le public, puisqu'il n'y a pas assez de logements sociaux, eh bien on est confronté à des situations aujourd'hui où même des gens, même des couples qui sont dans une situation meilleure que l'exemple que vous avez donné, ne parviennent pas à se loger à Paris. Exemple très concret, je suis enseignant à Aubervilliers. La plupart des enseignants de mon établissement, il y a 15 ans, quand je suis arrivé, se logeaient à Paris, surtout lorsqu'ils venaient de province, qu'ils avaient passé les concours. Aujourd'hui, ils vont chercher un logement en Seine-Saint-Denis parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers alors qu'ils sont enseignants et qu'il y a des revenus qui sont beaucoup plus faibles que les leurs, ils vont chercher à trouver un logement en Seine-Saint-Denis. Et ben voilà une question qui montre que les politiques, y compris régionales, qui sont menées en Île-de-France et qui se situent dans ce capitalisme mondialisé, dans cette espèce de concurrence entre la principale métropole, ont des conséquences extrêmement concrètes sur la vie quotidienne des gens qui vivent en Île-de-France. D'accord. Eh ben, je vous remercie pour cette réponse très complète. Il nous reste 56 secondes. Je
propose qu'on passe tout de suite aux questions du panel. On récupérera les 50 pour les questions du panel, avec une première question de la part d'Emeric. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis étudiant à Sciences Po. Votre programme est surtout centré sur la critique du gouvernement, de la majorité sortante. Donc, si je résume bien, votre seule ambition pour la région, c'est le vote sanction ? Non, c'est pas le vote sanction, bien que c'est pas non plus indigne de vouloir sanctionner Nicolas Sarkozy, le gouvernement, ou de vouloir sanctionner par son vote une majorité régionale sortante. Ça fait partie du jeu de la démocratie. Il y a des équipes qui ont été élues, qui avaient un programme, qui ont mené des politiques. Il n'est pas anormal que les électeurs et les électrices et ceux qui présentent des listes alternatives, et je dis bien des listes alternatives à la majorité régionale sortante, eh bien, veulent exprimer une sanction. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est un peu la critique qu'on pourrait faire à certaines listes de gauche en Île-de-France, qui participaient de la majorité régionale de Jean-Paul Huchon. Vous pourrez lui poser la question tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des vice-présidents communistes aujourd'hui au Conseil régional de l'Île-de-France qui, par exemple, sont chargés des entreprises et qui distribuent les aides aux entreprises privées. Il y a des écologistes qui font partie de l'équipe qui gère l'Île-de-France. Il n'y a pas que le Parti socialiste qui gère. Bon, pour autant, ils présentent des listes alternatives. Donc, quelle est leur position sur le bilan? Et dans ce qu'ils proposent aujourd'hui, pourquoi ce qu'ils proposent n'a pas été mis en œuvre ou pourquoi n'ont pas-ils pu le mettre en œuvre dans les 6 ans du précédent mandat? Voilà une question qui doit être posée. Si nous étions d'accord avec le bilan de la majorité sortante de gauche, eh bien on serait sur la liste de la majorité sortante de gauche. D'accord? Quand on présente une liste, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le terrain des transports, sur le terrain des logements, sur le terrain du statut social des jeunes. On exprime une volonté d'une politique de rupture différente à gauche. Voilà, c'est le sens de notre candidature, c'est le sens de la liste conduite par Olivier Besancenot. Deuxième question de la part d'Andreas. Oui, alors bonjour. Suite à l'agression d'un lycéen dans le Val-de-Marne, la question de la sécurité a été relancée au niveau des lycées. Alors concrètement, que peut faire la région pour garantir la sécurité des lycéens dans les lycées ainsi qu'aux premiers abords, même si cela sort un peu de son domaine de compétences? Bon, mais évidemment, il y a eu des drames, et je vous l'ai dit, je suis professeur de lycée, donc je suis particulièrement concerné, mais il y a eu des drames dans 2 établissements du Val-de-Marne, mais fondamentalement, et c'est pas pour répondre à côté de votre question, fondamentalement, le problème qui existe dans les établissements scolaires, et en particulier des établissements scolaires de banlieue, c'est un problème d'investissement humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une politique éducative au niveau national qui, depuis maintenant 8 ans, sacrifie tous les ans 5 000, 3 000, 7 000, 10 000, 15 000, 17 000 postes dans l'éducation nationale, d'enseignants, d'assistants d'éducation et d'autres personnels, parce que dans un établissement scolaire, tous les personnels ont leur importance, c'est une chaîne humaine qui a son importance, de l'infirmière à l'enseignant, sans que ça ait des conséquences à certains moments, voire des conséquences absolument dramatiques. Et moi, ce que j'ai aimé en particulier dans la mobilisation et dans la lutte des 2 lycées du Val-de-Marne, c'est que la revendication principale, qui n'a pas été satisfaite d'ailleurs par le ministre de l'Éducation Luc Châtel, c'était fondamentalement une revendication de moyens humains et pas de moyens sécuritaires dont on sait que de toute façon ils n'ont aucune efficacité dans les lycées. Si on veut faire baisser la température, il faut s'attaquer aux racines du problème, et les racines du problème sont des racines sociales. Elles sont en partie à l'extérieur de l'école, et dans l'école, c'est le problème de l'échec scolaire. C'est à l'échec scolaire qu'il faut s'attaquer. En diminuant les moyens donnés à l'école, on crée plus d'inégalités, et à terme, on crée plus de violence. Et cette question-là, d'ailleurs, on pourrait la généraliser à l'ensemble de la société. On va essayer de faire court. La dernière question du panel de Geoffrey, rapidement. On va essayer de tenir le chrono. Bonjour. Vous proposez en fait la gratuité des transports en commun, ce qui est une très bonne chose. Mais je pense que nous aurions tous ici aimé savoir comment est-ce que vous comptez réaliser ce projet. Alors je vais vous le dire, mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on a mis ça au cœur du programme en Île-de-France? Bon, c'est parce que on veut croiser la question de l'anticapitalisme avec la question de l'écologie. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y aura pas de transformation radicale de la société, qu'il n'y aura pas ce que nous on appelle un socialisme du XXIe siècle, c'est-à-dire qui tire le leçon des expériences passées et quelquefois traumatisantes du XXe siècle, sans mettre la question de l'écologie au centre de la question de la transformation radicale de la société. Or, la question des transports gratuits
croise la question sociale et la question écologique. Bien, la question écologique, parce qu'évidemment, prendre les transports en commun, ça se substitue à la voiture, et donc c'est diminuer les émissions de CO2 dans l'atmosphère en région parisienne. Tout le monde comprend bien ça. Mais c'est aussi d'un point de vue social, et je dirais même d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire, on donne le signal que la priorité, c'est les transports en commun, c'est les transports en commun gratuits. Ça coûte 1,2 milliard, et l'ensemble des transports gratuits, y compris dans les TER, dans l'ensemble du territoire, ça coûte 2 milliards. Dans un pays où le PIB est de 2 000 milliards d'euros, je pense qu'on peut trouver les financements en prélevant soit sur les chiffres, le chiffre d'affaires des sociétés, soit en augmentant la cotisation des employeurs, soit en prenant sur les profits des entreprises, et en particulier des entreprises de l'économie carbonée. Merci. Et je pense au profit total, par exemple. Merci. On va tout de suite passer à la troisième partie de ce 5x5 avec tout de suite les questions de la salle. Y a-t-il des questions de la part des membres du public? On n'a pas de retour son. Si on a un retour son, il y a une question là-bas. Alors, présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur, je m'appelle Jérémy, en première année à Sciences Po, ici. Il n'y a pas un petit bug? J'entends pas. Rapidement. Tiens, prends le mien. Merci. Désolé pour ce contretemps, la technique ne nous sourit pas. Donc vous parliez justement de la gratuité des transports en commun, donc c'est une bien belle idée. Cécile Duflot a d'ailleurs dit à ce propos que c'était bien beau d'avoir des projets politiques, mais que elle sentait qu'il n'y avait pas justement qu'ils étaient tellement qu'il n'y avait pas la volonté de les mettre en œuvre. Et moi j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la gratuité des transports en commun, c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait des dégradations et le déclassement, si vous voulez, social de l'idée de transport en commun, et puis finalement qu'on les déserte au final? Donc ma question porte sur les transports en commun, mais plus généralement, est-ce que votre programme politique est sérieusement applicable? Est-ce qu'il y a une volonté politique, même si vous n'êtes pas élu président de région, mais est-ce que au sein du conseil régional, vous allez vous positionner comme une vraie force de proposition? Merci beaucoup. Ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ça, c'est une vraie proposition. Alors, je vais vous faire une réponse très concrète et pas une réponse en l'air. Vous allez à Besançon et à Compiègne. Besançon, c'est une mairie socialiste, et Compiègne, c'est une mairie UMP. Dans les deux cas, il y a les transports en commun gratuits. Allez demander aux équipes municipales et à la population de Compiègne et de Besançon ce qu'ils pensent du bilan. Ils ont un bilan de 20 ans ou 25 ans de transport en commun gratuit. Donc de quoi voir ça dans la durée. Et vous verrez, il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas tous les problèmes qu'on entend toujours, parce que la gratuité, c'est toujours la dégradation. Écoutez, non, moi je ne crois pas du tout à ça. Je pense que c'est une nécessité sociale et écologique. Elle a été testée dans certaines villes. Elle peut être généralisée à l'ensemble des régions. C'est une nécessité sociale, c'est une nécessité écologique. Alors, j'ai une deuxième question ici, même punition, on se présente et on pose sa question. Bonjour, alors je m'appelle Amel, je suis étudiant en première année ici. J'ai une question relative encore une fois au transport gratuit. Concernant le financement de ces transports, vous avez brandi des grands chiffres, alors ça coûte 1,2 milliard si je me trompe pas. Et vous avez comparé ça tout de suite au PIB, c'est ça? Mais enfin en gros, en tant qu'élu régional, au niveau régional, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous parlez de ça, mais c'est un peu utopique, vous n'allez pas pouvoir le réaliser, vous n'allez pas pouvoir prendre les chiffres de l'État pour pouvoir financer ça. Vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire concrètement? Vous savez, en 1936, quand il y a eu les congés payés, on considérait que c'était utopique et que ça allait mettre l'économie française à genoux. Donc et puis vous pouvez trouver, y compris dans toute l'histoire du patronat français et de la droite française, de la fin du travail des enfants jusqu'aux 40 heures, aux 35 heures, etc. Toujours cette thèse de l'écroulement face aux charges, etc. Non. C'est un investissement pour la collectivité, les transports gratuits. Parce qu'évidemment, des transports gratuits, c'est des transports développés. L'Île-de-France, c'est 30% du PIB de la France. C'est une des régions la plus riches d'Europe. C'est un prélèvement faible par rapport à la richesse créée, que cela se fasse sur un prélèvement du chiffre d'affaires des entreprises, que cela se fasse par une hausse de la cotisation des employeurs qui cotisent déjà pour payer la carte Orange et le pass Navigo aujourd'hui. 70% du prix déjà du ticket est subventionné. Donc on ne paye pas l'intégralité. Une très grande partie est déjà subventionnée. Si on ne va pas jusqu'au bout, c'est pour des raisons idéologiques, parce qu'on refuse la gratuité. C'est la même chose que Raffarin, rappelez-vous, qui nous avait mis 1 euro sur la feuille maladie, parce que la gratuité, c'est pas bien. Si, il y a des choses, on travaille,
et on met des choses dans le pot commun. On appelle ça le salaire social ou le salaire indirect. On paye la santé, on paye les transports, on peut payer aussi la petite enfance, la garde de la petite enfance. On pourra payer peut-être demain avec de nouveaux services publics la dépendance en fin de vie. C'est-à-dire des choses où on n'a pas à payer individuellement, mais parce que c'est un risque qui concerne tout le monde, c'est la collectivité, c'est l'ensemble d'entre nous, au prorata de nos revenus, qui cotisons et qui payons. Et c'est vrai que ce que nous proposons, nous, par rapport à d'autres partis de gauche, ça implique plus d'impôts. Oui, ça implique plus d'impôts. Et si on veut véritablement une gauche anticapitaliste et une gauche qui reconquiert les classes populaires, il faut arrêter et se sortir de ce langage de droite qui vise à dire les charges sociales, les impôts, c'est trop, c'est trop. Non, les impôts, ça finance des choses qui sont socialement utiles. Donc il faut supprimer le bouclier fiscal, il faut revenir à un véritable impôt progressif et il faut faire des choix fiscaux qui sont le contraire de ce qui a été fait depuis 25 ans. Et je dis bien depuis 25 ans. C'est-à-dire baisser la fiscalité sur les entreprises et baisser la fiscalité sur les plus riches. Ben, si on fait ça, on peut réinventer de nouveaux services publics et les financer. Voilà ce que nous pensons. Merci beaucoup. On passe tout de suite aux questions de rue 89 avec Julien Martin. Bonjour Pierre-François Gron, Julien Martin, rue 89. On me demande si vous êtes au courant que plus de 300 étudiants font grève du paiement de leur loyer dans les cités universitaires de Lille depuis aujourd'hui, et plus généralement sur la question du logement étudiant qui touche tous les campus universitaires. Que proposez-vous en matière de gel de loyer et de revalorisation des aides au logement étudiant? Écoutez, j'ai vu d'ailleurs en venant ici, en préparant cette émission, que l'UNEF faisait un des principaux syndicats étudiants faisait des propositions sur la question du statut social étudiant, sur la question du logement, sur la question des bourses, sur la question d'une allocation d'autonomie. Bon, alors là, on est démagogue si on dit qu'une région peut distribuer une allocation d'autonomie à l'ensemble des jeunes et donc financer son logement, hein, bien évidemment, parce que là, c'est évidemment une décision d'ordre national, mais c'est vrai que, et vous anticipez sur la question que je voulais poser à Valérie Pécresse, c'est vrai qu'il y a un aspect un petit peu indécent, et je fais exprès de le dire ici dans cette assemblée, à vouloir faire une priorité de financement sur des universités d'élite, une dizaine nationalement, hein, sélectionnées nationalement, alors même qu'une très grande partie du public étudiant vit des situations de précarité, de grande pauvreté, en particulier à Lille. Hein, c'est à Lille qu'il y a eu on nous a dit des étudiants qui dorment dans leur voiture, par exemple. Hein. Bon, la priorité dans l'enseignement supérieur, c'est un réinvestissement de l'État et c'est la définition d'un statut social de l'étudiant pour permettre à tous les étudiants, et à commencer par ceux qui sont les plus modestes, de pouvoir faire leurs études à plein temps. Faire leurs études à plein temps. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des études à plein temps. Il faut que tous les jeunes puissent, entre 18, 23, 24, 25 ans, se consacrer à leur étude. Sinon, la démocratisation de l'enseignement supérieur, c'est une plaisanterie. Merci, merci. Peut-être une autre question ? Est-ce que vous auriez investi une candidate voilée en Île-de-France? Non, la question s'est pas posée. Je vous réponds très franchement. La question ne s'est pas posée, et la question va se reposer nationalement lorsque on en discutera lors de notre prochain congrès. Je demande aux gens qui sont en train de partir pour faire je ne sais pas quoi dans le hall de bien vouloir rester, d'avoir du respect pour les candidats qui sont en train de parler. Je vous remercie. Bon, je continue. C'est une décision qui a été prise dans le Vaucluse, voilà, qu'on assume parce qu'il y a un climat raciste et islamophobe qui existe dans le pays. Mais pour savoir si est-ce que ça va être une règle de présentation de candidature du NPA dans les prochains mois, c'est une décision que prendra notre prochain congrès. Voilà. Voilà, une dernière question peut-être, Julien Martin. Une question sur la candidature d'Olivier Besancenot. Pourquoi le NPA fait partie du Front de gauche en Languedoc-Roussillon? Ben vous avez, et pas en Île-de-France. Est-ce que la candidature d'Olivier Besancenot n'est pas un coup de poignard pour le Front de gauche en Île-de-France? Non, mais personnel de la principale, du principal représentant du NPA. Non, écoutez, il n'y a pas de coup de poignard. Il y a un désaccord sur est-ce qu'on peut, avec notre programme, former une majorité de gestion avec le Parti socialiste. Voilà, c'est ça qui fait. Dans les régions où on a pu négocier des accords permettant une indépendance avec le Parti socialiste, il y a des accords NPA Front de gauche. Nous n'avons pas rejoint le Front de gauche. Des accords NPA Front de gauche. Il y en a 3 ou 4, et c'est très bien ainsi. Voilà.
Alors, je vous remercie. Je demande aux gens qui nous rejoignent dans l'amphithéâtre de bien vouloir respecter les candidats qui sont en train de s'exprimer actuellement. Il reste 1 minute à Monsieur Gron. On va passer tout de suite à la 5e partie sur la conclusion. Tout d'abord, j'aurais une question avant de passer à la question que vous a laissé Pierre Laurent. J'aurais une question concernant votre programme. Dans votre programme, vous marquez que vous récupérerez les aides et subventions versées aux entreprises qui ont licencié. À combien vous évaluez ces aides pour les entreprises qui licencient, par exemple en Île-de-France? En Île-de-France, sans doute, à plusieurs dizaines de millions d'euros. D'accord. Ce qui est assez conséquent. Plusieurs centaines de millions d'euros, voire plus, dans la plupart des régions de ce pays. Et d'ailleurs, c'est pas simplement une proposition du NPA. J'ai vu que dans certaines régions, des salariés d'entreprises licenciées font des recours en justice pour demander la récupération de l'argent public qui a été donné à leur ancienne entreprise pour sauver leur emploi. Ils ont été licenciés et maintenant ils demandent des comptes en justice à leur entreprise. C'est une des formes du combat, c'est pas la seule, mais on la soutient en tous les cas. Très bien. Je vous invite à demander un peu de calme, s'il vous plaît, dans l'assistance. On respecte la parole des candidats, s'il vous plaît. Merci. Je vous invite à prendre le cahier qui se trouve sur la petite table à votre droite. Et dedans, il y a une question que vous a laissée votre collègue Pierre Laurent. Et je vous invite à la lire. Elle est à la dernière. Voilà, ça doit être une des dernières qui a dû être laissée. Voilà, ici. Je vous invite à la lire et à y répondre. C'est la règle du jeu. Oui, c'est... Quand arrêterez-vous de désespérer ceux qui souffrent en leur expliquant que leur vote ne leur apportera rien? Nous avons besoin de la rue comme des urnes pour changer la vie. Un camp à NPA utile avec nous à l'unité et à la construction d'un monde meilleur. Pierre Laurent. C'est une vraie question. Écoutez, nous on n'a pas l'impression de désespérer le monde. On cherche la cohérence politique, c'est-à-dire que on a un programme, on a des convictions, on a des idées, on veut avoir des élus. Mais on veut que ces élus soient libres d'appliquer leur programme et de voter ou de ne pas voter le budget dans les assemblées régionales. Le Parti communiste dit des choses, et Pierre Laurent, quelquefois justes, on partage pas tout, mais quelquefois justes. Mais une fois qu'ils sont élus, ils sont à l'intérieur d'une majorité dominée par le Parti socialiste, et ils votent les principales mesures, et en particulier le budget, avec le Parti socialiste, sans appliquer leur programme. Nous, on ne veut pas de cette incohérence politique-là, parce qu'on pense qu'elle a fait mal à la gauche, et qu'elle explique, en particulier, le mauvais bilan de 97 à 2002, c'est-à-dire le bilan du gouvernement Jospin. On veut reconstruire la gauche sur d'autres bases, on le fait sans aucune hostilité avec les autres courants de gauche, mais avec un souci d'indépendance politique. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vais laisser les 2 dernières minutes pour que vous puissiez poser votre question à Madame Valérie Pécresse, qui est donc la candidate de l'UMP. Je vous remercie de votre attention. Une courte pause et on se retrouve juste après.